Demandez d'éteindre la musique. Et ça, donc je vous le donne, vous l'arrêterez. Oui, mais il va recommencer. Je le connais. Voilà, donc merci d'être revenu pour cette seconde partie. Donc j'ai le plaisir, le BG a le plaisir d'accueillir Pierre Bellon. Pierre Bellon a une position unique en France puisque vous avez créé un groupe, donc on va parler de l'histoire de ce groupe, qui emploie aujourd'hui, je crois, plus de 400 000 personnes. C'est bien ça? 420 000 aujourd'hui. Voilà, je pense que ça mérite qu'on l'applaudisse. Et vous êtes la personne qui avait créé le plus d'emplois en France. Ça, je ne sais pas. Mais non. Si on trouve quelqu'un qui a créé 421 000, non, mais là, on pourra. En effectif, on est la 21e entreprise mondiale. La 21e entreprise mondiale. Alors, ça a commencé comment, la Sodexo? Alors, d'abord, je suis très heureux de me trouver parmi vous. Je dois dire que je suis très impressionné parce qu'il y a 450 entreprises. Ce matin, j'ai beaucoup appris, je n'ai pas tout compris. Ça, je vous le dis tout de suite. Et ensuite, donc, vous m'avez posé 5 questions. Donc, première question, c'est comment a été créé Sodexo. Bon, après mes études à HEC et mon service militaire comme officier de marine, je suis entré dans la petite entreprise familiale qu'avait créée mon grand-père, auquel mon père avait succédé. Au passage d'ailleurs, il se trouve que nous avons perdu, j'ai 2 sœurs, un frère, notre mère très très jeune, et donc et mon père nous a élevés. Donc ça veut dire que nous avions pour lui un grand respect et même une forme de dévotion. Alors, c'est pour ça que j'ai hésité, parce que j'ai fait 2 constatations en 65, mais j'ai hésité à lui en parler parce que je savais que ça lui ferait de la peine. Bon. Première constatation, je lui ai dit, papa, le marché du ravitaillement maritime à Marseille va rentrer en récession. Et deuxième remarque, alors j'ai eu du mal à le convaincre, mais finalement il m'a dit, bon, tu as peut-être raison. Deuxièmement, je lui ai dit, je veux créer mon entreprise pour me lancer dans la restauration d'entreprise. Là, il m'a dit non. Bon. Et puis, j'ai négocié, et donc, finalement, il a dit oui, si tu prends tes sœurs et ton frère comme actionnaire à parts égales, parce que mon père voulait toujours une égalité entre ses enfants. Bon, j'ai encore négocié, et finalement, j'ai obtenu d'être majoritaire, et j'ai donc pris mes frères et sœurs comme actionnaires. D'ailleurs, au passage, la famille était très unie, mais disons qu'ils me sont assez reconnaissants. Bon. Alors c'est comme ça qu'a démarré Sodexo en 66. J'ai démarré avec 100 000 francs de l'époque, et donc vous avez les chiffres au 31 août 2011, parce qu'on arrête nos comptes le 31 août 2011, nous avons fait 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidés, 853 millions de résultats opérationnels, nous servons 50 millions de consommateurs chaque jour, et nous employons, alors à l'époque c'était 391 000 personnes, et dans 80 pays, et nous sommes numéro 1 mondial dans la plupart de nos marchés, et en particulier dans les pays du BRIC, donc Brésil, Russie, Chine et Inde. Bon, alors voilà l'histoire. Alors évidemment la deuxième question. Alors, juste pour rester là-dessus, donc vous avez commencé en 65 avec 100 000 francs. 66, en oui. 66. Et donc au départ, vous êtes allé voir des sociétés pour leur proposer de gérer leur restauration du midi. C'est bien comme ça que ça a commencé? Non, attendez ici. Alors là, vous êtes foutus. Si ça n'a pas commencé comme ça. On tiendra dans les temps, je vous le promets. Mais oui, mais mon oncle avait une usine dans Choix. Donc je lui ai dit, écoute, prête-moi un local. Donc je crois que son local faisait, je sais pas quoi, 100 mètres carrés. Prête-moi un local. J'ai loué une camionnette.
j'avais des containers isothermes et j'ai commencé à livrer à Marseille des repas pour midi. Bon. Alors, on a fait 800 couverts, j'étais absolument enchanté, et puis j'ai vu que les chiffres se réduisaient de plus en plus. Bon, j'ai essayé de comprendre pourquoi, c'est très facile. Marseille est une ville de la Méditerranée. Bon, la circulation à l'époque était absolument impossible, donc on livrait en retard. Et deuxièmement, les frites et le beefsteak continuaient à cuire parce que les techniques n'étaient pas très au point. Donc j'ai compris ça, et donc j'ai compris qu'il fallait aller dans les entreprises qui mettraient à ma disposition leurs installations, et c'est comme ça que j'ai démarré sur un bon modèle. Dans la région marseillaise, au départ. Mais oui, mais ça je vous le dirai après quand je vous parlerai de l'international, parce que si vous me foutez en l'air mon plan, parce que non, mais pour tenir 25 minutes, j'ai quand même eu beaucoup de mal. Bon, alors, la question, c'est comment avoir fait une telle croissance. Bon, alors, je pense qu'il y a 5 raisons qui sont d'ailleurs, qui font partie des principes fondamentaux du groupe. Première raison, alors j'ai oublié d'ailleurs, mon cher, de vous féliciter, parce que je suis très impressionné par votre mouvement, et en plus, vous avez une deuxième qualité, c'est que vous êtes Marseillais, moi aussi. Bon. Donc, première raison, c'est à la fois ma volonté de croissance et à la fois ma terreur de la récession. Bon. J'avais prévu, oui, que le ravitaillement maritime à Marseille serait en récession, et surtout, j'ai vu disparaître 3 grands chantiers mondiaux qui étaient des leaders mondiaux à Port-de-Bouc, à La Ciotat et à la Seine, dans un rayon de 100 km. Bon. Et ça, je dois dire que ça m'a traumatisé, et ça, c'était avant de créer l'entreprise, et je me suis dit, jamais tu te trouveras dans une entreprise où tu seras obligé de licencier une partie de ton personnel. Bon. Et donc, dès le départ, j'ai décidé, avant même de la créer, Sodexo sera une entreprise de croissance. Deuxièmement, c'est notre conception de l'entreprise. Et ça, c'est aussi assez important. Bon, moi, j'étais au jeune patron, etc. Bon. Donc, si vous voulez, pour moi, notre entreprise, c'est la communauté de ses clients, de son personnel et de ses actionnaires. Et la question que je me suis posée, c'est comment arriver à satisfaire simultanément les clients, le personnel et les actionnaires. Et vous savez très bien qu'à court terme, c'est contradictoire. Et je me suis dit, la seule manière de résoudre, disons, ces contradictions à terme, c'est la croissance interne. Donc nous avons dit, enfin là c'est moi qui l'ai dit au début, mais nous avons dit, Sodexo sera une entreprise de croissance interne. La troisième raison, j'allais dire, de notre réussite, encore que j'aime pas trop ce terme, mais c'était évident, c'est que quand vous avez des clients, donc c'est le culte du client et du consommateur. Bon. Et là, on a énoncé 4 principes extrêmement simples. Premier problème, pour faire de la croissance interne, il faut conserver ses clients. Bon. En moyenne, notre taux de rétention ou de fidélisation des clients, c'est de l'ordre de 95%. Première question. Deuxième question, pour se développer par croissance interne, il faut trouver des clients nouveaux. Bon. Et donc là, on a choisi 2 voies. La première, c'est la segmentation des clientèles. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte très vite qu'il y avait des besoins dans les entreprises, mais après il y avait des besoins dans les établissements de santé, dans les établissements scolaires, et ainsi, on a fait de la segmentation et de la sous-segmentation de clientèle. Et d'autre part, la deuxième voie, c'était la conquête géographique. Et pour répondre à votre question, c'est vrai qu'au départ, bon, je voulais être numéro 1 en Provence. Bon. Mais j'ai vu que ça marchait. Bon, alors après,
J'étais à Bordeaux, j'étais à Lyon, à Paris, en France. Bon, et puis quand j'ai vu que ça marchait, j'étais ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans 80 pays. Donc, comme vous le voyez, c'est extrêmement simple. Bon. Bon. Alors, notre troisième principe aussi était très simple. Nous avions des sites qui étaient les sites de nos clients et c'était d'élargir notre gamme de services. Bon, on était à la cafétéria, on est monté aux tables de président. Bon, donc ça c'était la restauration. Et puis après, nos clients avaient des besoins dans ce qu'on appelle le facility management. Et donc, alors évidemment, il fallait acquérir des compétences nouvelles. On s'est développé là-dedans. Aujourd'hui, on fait 25% de notre chiffre d'affaires global dans le facility management parce que ça correspond aux besoins, si vous voulez, de nos sites. Bon. Et puis, quatrième principe, comme j'avais toujours la volonté de développement, si vous voulez, on a créé. Donc, alors, la première activité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les services sur site. Bon, puisque je crois qu'on gère aujourd'hui 35 000 sites, bon, services sur site. Et puis après, pour les plus vieux, ils savent, ils ont connu Jacques Borel, non, vous ne l'avez pas connu, mais vous en avez entendu parler. Bon, et évidemment, j'ai attendu 17 ans pour être sûr que c'était bien, que ça pouvait gagner de l'argent. Et donc, on a démarré donc, ce qu'on appelle Sodexo Pass, c'est-à-dire avantages et récompenses aux salariés. Et c'est vrai que c'est un modèle, il faut le reconnaître, qui est très intéressant. Et puis, troisièmement, alors là, c'est beaucoup plus récent, toujours parce que je voulais créer du potentiel. On s'est lancé il y a 7 ans dans les services à la personne et à domicile. Et parce que j'avais remarqué que c'était un secteur avec un développement considérable. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, ça aussi, et ça je vous répondrai tout à l'heure. Bon, donc, alors finalement, la quatrième raison, si vous voulez, de notre développement, c'est le développement de nos ressources humaines. Bon, alors je sais que tout le monde parle de ça, mais moi je vous donne simplement 3 facteurs clés. La première, c'est que je me suis très vite rendu compte que seul, je ne pouvais rien faire. Bon, le gérant de restaurant chez nous, c'est un homme très important, mais quand j'ai connu mes 20 premiers gérants, je les connaissais très bien, etc., je me suis dit, le frein au développement de ton entreprise, c'est toi-même. Bon, donc, j'ai recruté des femmes et des hommes qui étaient meilleurs que moi, ou au moins complémentaires de ce que j'étais. Bon, et là, je leur ai dit, écoutez, nous sommes dans un marché porteur. Alors, ils me disaient, y a-t-il un plan de carrière? J'ai dit, non, il n'y a aucun plan de carrière, mais je vous envoie à Toulouse, à Bordeaux, en France, en Italie, en Belgique, et c'est vous-même qui ferez votre propre plan de carrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, en fait, on a grandi avec l'entreprise. Bon. Deuxième élément dans les facteurs humains, c'est la reconnaissance de notre personnel de terrain. Parce que il faut savoir que nos gens qui sont sur les sites, c'est eux qui voient les clients et les consommateurs. Bon, donc, si vous voulez, si, par exemple, au départ, parce que j'ai eu le CEA et puis le CNES en Guyane, enfin bref, si les gens du terrain n'avaient pas fait leur boulot, jamais Sodexo ne serait devenu ce qu'il est devenu. Et quand une entreprise grandit, en particulier les jeunes cadres qui rentrent, ont tendance quand même à oublier que c'est les gens du terrain qui font notre image. Et d'ailleurs, j'ai quand même pas mal de copains chefs d'entreprise en France. Bon, et quand ils me disent ton personnel est formidable, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Alors, ceci dit, la troisième question, c'est, au départ, nous étions quand même dans un métier, c'est des marchands de soupe, etc. Bon. Et donc, je me suis dit, il faut absolument donner
un sens au travail de chacun de nous et une fierté d'appartenance. Et là, on a défini une vocation et des valeurs. Notre vocation, enfin, c'est améliorer la qualité de vie de notre personnel et de tous ceux que nous servons. Et ça, c'est une vocation noble, parce que ça rend de la noblesse à notre métier. Deuxièmement, nos valeurs, alors elles sont très simples, c'est l'esprit de service, l'esprit d'équipe et l'esprit de progrès. Bon. Et aujourd'hui, en général, je me fous dedans dans mes pages, mais là, ça va, ça a l'air d'aller. Bon. Merci, mon cher. En fait, aujourd'hui, nous nous définissons comme service de qualité de vie. Et effectivement, notre position est unique. Bon. D'abord, sur la vocation et sur les valeurs, on a un principe, c'est les dirigeants qui doivent donner l'exemple. Ça me paraît très important. Bon. Et c'est à cause de ça que nous sommes devenus leader mondial des services de qualité de vie. Et vous ne pouvez pas imaginer, parce que moi-même, je n'y croyais pas, enfin oui, j'y croyais, mais notre vocation, nos valeurs, ça donne une vision commune et un sens aux initiatives du travail de chacun d'entre nous. Et je prétends que 45 ans après la création de Sodexo, c'est vraiment, si vous voulez, le fondement de notre engagement, et c'est le ciment de toutes nos équipes dans le monde, parce qu'on a eu le prix de la diversité aux États-Unis, en particulier pour notre politique de diversité, et je pense que c'est notre plus grande force par rapport à nos concurrents. Bon, la cinquième raison de notre croissance, c'est notre indépendance. Alors, là, si vous voulez, on a identifié 8 facteurs d'indépendance. Je vais vous les épargner, mais simplement, pourquoi rester indépendant? Tout simplement parce que ça permet de maintenir les valeurs, d'avoir des stratégies à long terme, d'assurer une pérennité, pas une pérennité, une continuité dans le management et de garantir la pérennité de l'entreprise. Et donc là, si vous voulez, je ne parlerai que de ce facteur-là, c'est que parmi les huit facteurs que je vous ai indiqués d'indépendance, évidemment, l'indépendance financière est un élément très important. Et grâce à un actionnariat familial qui empêche que nous tombions entre les mains d'un groupe financier industriel qui ne respecterait pas ni nos valeurs, ni notre stratégie à long terme. Bon, et là, je crois qu'on vous a distribué quelque chose, là, au 31/12/2011, notre holding de contrôle, qui est contrôlé par mes enfants, bon, qui s'appelle Bellon SA, elle détient 37,7% des actions de Sodexo et 49,4% des droits de vote. Donc, nous sommes indépendants. Alors, pour rester indépendants, eh bien, ça repose sur 4 principes ultra simples. Premièrement, choisir des activités à faible intensité capitalistique, ce qui veut dire, parce que quand on crée une entreprise, le risque, c'est bon, on se développe, mais aussi on risque de se casser la gueule. Bon, donc, notre investissement hors acquisition, c'est 4%, si vous voulez, de notre chiffre d'affaires. Et ça, c'est une règle qu'on a appliquée dès le début. Deuxièmement, c'est avoir... Tiens, je ne sais pas pourquoi il y a 2%. Ou bien c'est une erreur de frappe, mais il faut que je demande aux gens de Sodexo. Je crois que c'est probablement 2%, mais c'est entre 2 et 4%. Bon. Deuxièmement, disposer en permanence des liquidités suffisantes, car ça c'est absolument nécessaire. Regardez ce qui s'est passé avec les crises de liquidité. Et troisièmement, obtenir un confortable résultat opérationnel et avoir une situation financière très simple. Bon, voilà. Alors je vous ai donné les 5 raisons de notre développement qui font partie de nos principes fondamentaux. Ceci dit, j'aurais pu vous économiser, oh là là, un quart d'heure, parce que
il y a aussi une seule raison, qui est la suivante. La somme de nos succès a été légèrement supérieure à la somme de nos échecs. Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai pris des risques, mes collaborateurs aussi, donc ils ont un droit à l'échec, et je dois vous avouer que j'ai beaucoup plus appris de mes échecs que de mes succès. Bon. J'ai essayé de répondre à votre première question, à votre deuxième question. Troisième question porte sur la conquête du monde. Oui. C'est bien ça? Oui, absolument. Non, mais je ne vous laisse pas parler, évidemment, mais parce que je suis Marseillais, vous aussi. Bon, alors, là, il y a deux questions. Pourquoi et comment? Alors, la première va vous surprendre. Pourquoi? Je suis né au bord de la mer. J'ai été pilotin, quand ma famille, pilotin, ça veut dire que j'ai fait un stage à l'âge de 13 ans sur un paquebot qui était client de ma famille. Bon, j'adorais les voyages. Bon, j'adorais découvrir des civilisations nouvelles. Je suis officier de marine de réserve et de la passerelle, j'ai vu de grands espaces. Bon, donc, si vous voulez, c'est assez simple. Le jour où Sodexo a été française, enfin, avait été, oui, on avait occupé le territoire national, j'ai rêvé de devenir international. Et je pense qu'un chef d'entreprise, ça doit aussi rêver. Bon. Après, on a assez vite compris que nos clients et nos fournisseurs devenaient mondiaux. Ça, c'était logique. Et surtout, on a compris presque dès le début que 1% que la France, la population française, n'était que 1% de la population mondiale. Alors, quand vous avez compris ça, je dirais vous avez tout compris. Bon. Et après, vous m'avez dit, est-ce qu'il y a eu des déclics? Effectivement, il y a eu deux faits ou deux déclics qui ont eu une importance majeure dans ma décision de nous internationaliser. Bon, d'abord, c'était, alors maintenant je ne me souviens plus parce que mes enfants ont grandi, mais on a une propriété dans le Midi, je vous l'ai dit, au-dessus de Cassis, bon, et au milieu de la nuit, avec ma femme et moi, on a été réveillés, bon, et il y avait des enfants qui rigolaient au bout du fil, parce que nous avions 2 enfants et 2 cousins qui étaient sur une plage de Californie. Bon, évidemment, ils avaient appelé en collect call, ils se sont marrés, ça a duré 1 heure. Mais, attendez, mais ça m'a fait réfléchir, mais c'était bien avant le net, bien avant les nouvelles technologies. Bon, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Vous savez, il y a une histoire, c'était le 22 à Asnières qu'on n'arrivait jamais à avoir, là. Et donc, si vous voulez, j'ai dit, mais c'est pas possible, le monde est à la portée de ceux qui veulent le conquérir. Le deuxième fait, alors qui lui aussi a joué un rôle très important, c'est qu'à la fin de 69, 3 ans après, je reçois un coup de fil d'un Américain qui me dit, je viens à Paris par mon avion particulier et je veux vous voir. Bon, mais monsieur, qui êtes-vous? Je suis le numéro 1 mondial, je suis le président d'EARE Services, numéro 1 mondial de la restauration collective. Bon, quelle surprise, je croyais que le métier avait été inventé par les Français. Bon, déjà une énorme surprise. Bon. Et alors on va à Paris, il arrive, et les Américains, ils n'en vont pas par 4 chemins, je veux racheter votre entreprise. Bon. Sans embâche. Bon, on a dit d'accord. D'accord, non, je n'ai pas dit d'accord, mais... non, allons voir qui vous êtes. Donc nous sommes partis en été aux États-Unis, et alors là, on a vu une entreprise qui était 250 fois plus grande que la nôtre. Bon. De ce voyage, nous avons tiré 3 conclusions, ou 3 conséquences. La première, c'est qu'on est revenu avec, pas les valises, mais les attachés-caisses pleins de dessins, de design, de politique, de procédures, parce que là, les Américains savent y faire, bon, qui évidemment nous a fait gagner. Deuxièmement, je pensais que c'était un secteur à développer, la restauration collective, mais franchement, quand j'ai vu ce modèle, on a dit, mais surtout, ne faisons que ça.
parce que c'était facile d'imaginer que si c'était comme ça aux États-Unis, ça pouvait être comme ça ailleurs. Et troisièmement, troisième conséquence, moi j'ai fait mon service dans la marine, donc j'ai beaucoup étudié, j'étais trop jeune, mais le débarquement. Et alors je me suis dit, parce qu'il y avait Marriott, je vous en parlerai tout à l'heure, si Marriott, si Air Services, une autre entreprise américaine, déploie les forces qu'ils ont mis pour nous libérer, on va être écrasés. Donc conclusion, allons le plus vite possible là où ne sont pas les Américains. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Je vous ai expliqué le pourquoi, maintenant je vais vous expliquer le comment. Bon. On a eu deux formes d'internationalisation. Un, la croissance interne. Bon, on a démarré en Belgique, en Italie, on a démarré en Afrique, au Moyen-Orient, bon, en Chine et en Inde d'ailleurs, de scratch. Bon. Mais deuxièmement, à un moment donné, si vous voulez, nous avons fait 3 acquisitions majeures. Et j'explique pourquoi. Et ça, c'était dans les années 95 et 96. Bon. En Grande-Bretagne, on était parti de scratch, mais notre principal concurrent faisait 40 fois notre chiffre d'affaires. Donc pour nous, l'alternative était très simple, ou on quittait la Grande-Bretagne, ce qui était très emmerdant dans notre réseau mondial, ou on les rachetait. Bon, on n'avait pas d'autre issue que de les racheter. Deuxièmement, si vous voulez, on n'avait pas eu le temps de s'implanter en Suède, au Danemark, en Norvège. On était un tout petit peu déjà en Finlande. Et là aussi, il se trouve une opportunité, une société qui s'appelait Partena. Bon, on a racheté Partena. Alors enfin, aux États-Unis, alors là, on ne l'avait pas prévu, on s'était implanté par de petites acquisitions, on était dans 3 États aux États-Unis, et puis Marriott, qui se concentrait au niveau mondial sur l'hôtellerie, en achetant une grande chaîne, très grande chaîne Renaissance, on s'est aperçu qu'ils allaient vendre leur filiale de restauration collective qui s'appelait Marriott Management Services. Bon, donc là, si vous voulez, aussi, on l'a racheté. Alors, ce que je veux dire, c'est que, en réalité, on a été obligé de faire ces acquisitions. Bon, vous me demandez comment on les a financées, c'est très simple. Premièrement, on était à la Bourse de Paris, et donc on a été obligé d'augmenter le capital. Et là, ça a entraîné une dilution. C'est pour ça qu'on ne détient plus que 38% à travers notre holding de Sodexo. Et deuxièmement, on a emprunté à long terme. Mais j'insiste sur le fait... Alors, évidemment, vous allez me dire qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Alors, tenez. 3 de nos principaux concurrents sont entre les mains de fonds. Comme les fonds ils sont depuis un moment, on sait très bien que c'est à vendre. Alors là, c'est clair que déjà, on a eu du mal. Marriott, c'était déjà 110 000 personnes aux États-Unis. On ne peut pas dire... On a été moyen, il faut dire, hein, moyen. Bon, mais après, évidemment, ça s'est normalisé. Alors vraiment, se coller des entreprises avec 100 000 ou 150 000 personnes, alors ça, c'est hors de question. Et donc, notre politique, elle est très simple. C'est faire de petites acquisitions de façon à acquérir des compétences qui nous manquent et ensuite développer ces acquisitions par croissance interne. Bon, 4e question, et maintenant je vais aller vite parce que vous avez raison de regarder la montre, encore que je ne suis pas tellement en retard, parce que c'est vous qui étiez en retard, pas moi. Bon. Bon. Quel peut être l'après? Ça, c'est une question importante. Le potentiel de développement est-il infini? Alors, ce que je vous ai expliqué, c'est que ma terreur de la récession a fait que je voulais vraiment trouver et rechercher des secteurs porteurs. Bon. Et donc, aujourd'hui, on a calculé que dans le monde et dans nos 3 activités dont je vous ai parlé, bon, on avait un potentiel qui était 50 fois supérieur à notre chiffre d'affaires actuel. Alors, potentiel, ça ne veut pas dire qu'on le réalisera, mais pourquoi on ne le réaliserait pas dans un métier comme le nôtre? C'est essentiellement avoir les ressources humaines compétentes pour le développer. Ce n'est pas du tout la finance. Bon. Alors maintenant, si vous voulez,
Et maintenant, maintenant, on a des sacrés challenges. Alors, les challenges, c'est lesquels? C'est ceux de tout le monde. Hein. Bon, c'est premièrement l'endettement, la mondialisation qui se développe, la concurrence qui s'aggrave, les déficits budgétaires des USA, des pays européens, la crise financière, économique, je dis financière, économique, sociale, qui se poursuit et affecte les pays les plus développés. On a vu ce matin aussi ralenti la croissance des pays les moins développés. Bon. Et nous, on a des objectifs très clairs et des ambitions. Un, être leader mondial en EBIT et en chiffre d'affaires. Et je dis bien en EBIT parce que avant on avait le culte du chiffre d'affaires. Il faut qu'on change notre truc. Il faut avoir le culte de l'EBIT parce que les parts de marché en chiffre d'affaires, regardez l'automobile, ça sert strictement à rien et c'est même très dangereux. Bon. Deuxièmement, être un ascenseur social pour notre personnel, être l'un des employeurs mondiaux les plus appréciés, et ça c'est là où vous m'attendez, avoir une croissance annuelle moyenne supérieure à 7% et une marge opérationnelle supérieure ou égale à 6%, et avoir un ROCE, donc Return on Capital Employed, supérieur à 15%. Voilà. Alors, depuis 18 mois, le Conseil a travaillé, a fait une analyse vraiment objective et courageuse de nos forces, de nos faiblesses, avec le comité exécutif du groupe. Et pour réaliser nos ambitions, nous entreprenons une double démarche. Premièrement, confirmer que les 5 principes fondamentaux que je vous ai indiqués tout à l'heure, il fallait vraiment qu'on se les réapproprie, qu'on rappelle aux gens ce qu'ils étaient, parce que c'est ça qui a fait notre réussite. On n'a aucune raison de les changer. Et d'autre part, déployer des actions qui nous permettront de continuer à réussir à l'avenir. Bon, parmi ces actions, premièrement, les ressources humaines. C'est encore ça. Bon, ça veut dire que, par exemple, on va faire un effort sur les plans de succession et sur la gestion prévisionnelle de nos responsables. Deuxièmement, il faut qu'on revoie notre politique de rémunération. Au passage, elle était mauvaise parce que les budgets avaient pris une telle place chez nous qu'on récompensait les gens en fonction de la réalisation du budget. Mais ça, c'était moi. Je ne fais aucune critique, mais c'est aberrant. Parce que l'entrepreneur, lui, il prend des risques sur son budget, et donc il y a ceux qui les atteignent parce qu'ils sont très prudents, et ceux qui ne les atteignent pas parce que c'est des vrais entrepreneurs. Et les primes et les bonus étaient donnés en fonction de la réalisation du budget. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Enfin, l'émergence des futurs entrepreneurs. Mon voisin m'a dit, venons à la dernière question. Est-ce que c'est encore possible en France, ce que vous avez Non, créé? mais je termine parce que oui, il y a un sûr. problème très important. Je vous ai dit qu'il y avait 4 grands sujets. Le développement de nos ressources humaines, la transformation de notre organisation. Parce que ça, c'est aussi un élément important. Bon, vous m'interdisez d'en parler, je n'en parlerai pas. Bon. Troisièmement, l'adaptation de notre gestion. Et là, on a défini, un mot quand même, des indicateurs de progrès dans le développement, dans les ressources humaines, dans la gestion. Et c'est ça qui fait qu'on augmentera notre EBIT. Bon. Je termine par votre dernière question. Ah non, et l'établissement d'une grande marque mondiale. Ça, je le dis parce que on n'est pas connu. On est la 21e entreprise mondiale, donc on va investir dans une marque mondiale, Sodexo, connue, aimée et choisie par nos clients. Dernière question. Une telle aventure est-elle encore possible en France? Ma réponse est oui, mais... Bon. Alors, quel conseil donnez-vous à un entrepreneur du digital? Je m'excuse, aucun. Parce que c'est à lui que je demanderai un conseil. Donc je ne vais pas lui en donner, parce que je suis très mauvais dans ce domaine. Bon. Alors, j'ai dit oui, mais pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, bon, parce que j'étais président de CJD, j'ai créé la PM où il y a quand même aujourd'hui 5700 entreprises, je me suis rendu compte que quel que soit l'environnement, le développement d'une entreprise était directement proportionnel à la volonté de la développer, au courage et à la compétence de celui qui la dirigeait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des temps d'entreprise, dont les vôtres, quand même, il y a 4-5 ans,
c'est vrai qu'il y avait un développement de la création d'entreprises, donc ça, j'y crois. Alors, mais, évidemment, il y a un mais. Si le président et le gouvernement tiennent leurs promesses électorales, totalement irréalistes à mon avis, telles que la décision de revenir sur l'âge de la retraite et le matraquage fiscal des entreprises, eh bien, à mon avis, ça ne permettra plus à des entrepreneurs tels que vous de devenir, à partir de la France, des leaders mondiaux. Bon, ils préféreront créer leur entreprise en Belgique, en Suisse, au UK, aux Pays-Bas, aux USA, et surtout dans des pays où le développement des entreprises est encouragé et où l'utilité sociale des entrepreneurs privés est reconnue. Merci. Merci, Monsieur Bellon. Merci beaucoup. Merci. Donc je propose, on va parler maintenant, on va revenir au digital avec Mercedes Serra, Patrick Hofstetter et Stéphanie Debon. Il faut dire que je ferais mieux de rester, mais que c'est vrai que je suis obligé de partir. En tout cas, merci. Merci. Mercedes ?